Telle une star de télé-réalité, toute sa vie a été relatée dans les médias. Pendant des mois, il ne se passait pas une semaine sans en entendre parler. Désolé pour les fans, mais aujourd'hui je vais pas vous parler de Nabila, mais bien de la Grèce. Ce que je trouve drôle aujourd'hui, c'est que tout le monde sait que la Grèce est en difficulté, tout le monde sait que l'Europe prête de l'argent à la Grèce, mais personne ne semble savoir pourquoi la Grèce en est arrivée là. Je profite donc de cette vidéo pour vous raconter en environ 6 minutes ce qui a fait que la Grèce en est là aujourd'hui. On commence en 2011. Faut savoir que la Grèce a toujours voulu entrer dans la zone euro, mais elle n'en avait pas assez dans le paquet pour être acceptée. En 2001 cependant, face à ces résultats exceptionnels, la zone euro a fini par l'accepter. 2004, coup de théâtre puisqu'on apprend qu'en réalité la Grèce avait caché sous un tapis des dettes et du déficit budgétaire conséquent, et tout cela grâce à une grande banque réputée pour les affaires tant bien juteuses que douteuses, j'ai nommé Goldman Sachs. Alors ça a fait un peu de scandale dans le monde économique, mais comme la Grèce est un tout petit pays et que le monde des affaires allait plutôt bien, alors pourquoi s'embêter, si bien que cette affaire a fini par très vite être oubliée et la Grèce a gardé sa place dans la zone euro. Et là on débarque en 2008, inutile de vous la présenter, j'accueille tout de suite madame la crise économique, si gentiment appelée crise des subprimes. Alors la crise des subprimes c'est une crise qui a été grandement causée par les États-Unis mais dont l'Europe a contribué à la grossir. En gros, on était dans une époque où tout allait bien. Tout le monde voulait par exemple s'acheter une maison dont les banques se sont mises à prêter à tout le monde, même à des vieux et à des pauvres qui, en temps normal, n'auraient jamais eu les conditions nécessaires pour avoir un prêt. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un stade où les plus pauvres n'arrivaient tout simplement plus à payer leurs emprunts parce que soit les taux d'intérêt avaient monté, ou soit parce qu'ils étaient au chômage, donc leurs revenus avaient baissé. Ces personnes se sont mises à vendre leur maison pour rembourser l'emprunt. Mais vu que beaucoup de pauvres avaient emprunté beaucoup d'argent et que les pauvres ne pouvaient plus payer, en très peu de temps, beaucoup de biens immobiliers se sont retrouvés dans le marché, provoquant alors une baisse de la valeur immobilière. En gros, tout le monde voulait vendre et il n'y avait plus personne pour acheter. Et par conséquent, les banques ne pouvaient plus récupérer l'argent prêté. Et ça a été une catastrophe aux États-Unis. Des millions de personnes se sont retrouvées à la rue et leurs maisons saisies, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur emprunt. C'est dur de se rendre compte à quel point c'est triste, parce qu'en Europe le système est un peu différent et ça nous a touchés différemment. Mais aux USA, des familles entières étaient jetées à la rue du jour au lendemain parce qu'elles ne pouvaient plus payer leur emprunt. C'est vraiment hallucinant. Mais pourquoi une crise qui se passe aux USA s'est retrouvée en Europe ? C'est très simple, les banques américaines vendaient aux banques européennes les prêts qu'elles accordaient aux pauvres. Et les banques européennes adoraient ça, car c'était présenté comme un produit très fiable. Donc beaucoup de banques européennes ont investi en masse dans ces subprimes et c'est comme ça que l'Europe a été infestée. Et donc quand la crise a touché les USA et l'Europe, beaucoup de banques avaient perdu énormément d'argent. Et là on se retrouve tout de suite pour un petit quiz, qu'est-ce qui se passe si les banques n'ont plus d'argent ? Réponse A, bof, elles vont braquer une autre banque. Réponse B, elles essayent de moins s'octroyer de bonus et moins dépenser de l'argent. Réponse C, elles se roulent en boule et elles pleurent. Ou réponse D, elles font faillite, laissant dans la misère des millions de clients qui lui ont fait confiance. Bravo à tous ceux qui ont choisi la réponse D, en effet, elles font faillite et laissent dans la merde des millions de personnes. Mais le problème, c'est que si elles font faillite, eh bien ça fait des contribuables qui payent moins d'impôts et donc moins d'argent pour l'État et donc ça aggrave la situation. Il faut donc éviter la faillite d'une banque et pour cela, la seule institution à pouvoir aider une banque, c'est l'État, ou Bill Gates parce que lui il pèse dans la game avec ses 80 milliards. Bref, la théorie c'est choupinou, mais le problème c'est qu'à l'époque tous les états ont fait la bringue entre 2000 et 2008 et ils avaient déjà une dette colossale sur les bras. Des pays comme la France ou l'Allemagne peuvent supporter de s'endetter encore un petit peu plus, non sans y laisser quelques plumes, on a vu notamment le chômage qui a augmenté, etc. Mais des pays comme le Portugal, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Islande ne pouvaient tout simplement pas le supporter. La Grèce commence alors une longue descente aux enfers qui va l'amener en 2010 au bord de la faillite. Et c'est aussi là que la télé-réalité, les démons en Grèce commencent, je vais pas vous la résumer, je pense que vous en avez assez entendu parler, c'est surtout une histoire de négociations, de compromis, de milliards d'euros, et c'était surtout beaucoup de théâtre entre les politiciens, notamment pour déterminer qui avait raison ou qui avait tort. Entre 2010 et 2014, la BCE et l'FMI ont ensuite prêté 310 milliards d'euros à la Grèce. Alors bon, moi j'ai du mal à m'imaginer 310 milliards d'euros, alors en Twingo Scale, avec cette somme, ce serait possible d'acheter 150 millions de Twingo d'occasion. De quoi offrir une Twingo d'occasion à toutes les personnes de la France, de la Suisse et de l'Allemagne réunies. Oh, ce serait trop génial, on pourrait faire des fêtes Twingo, on pourrait faire des manifestations Twingo, on ferait des parades Twingo. Oh, et puis Twingo deviendrait en fait l'emblème national de tous les pays et tout le monde roulerait en Twingo. Ce serait vraiment trop génial. Mais enfin bref,
Jusqu'à maintenant, on a établi ce qui s'était passé pour en arriver à la crise. Mais pourquoi 155 millions de Twingo, 310 milliards d'euros n'ont pas résolu le problème? Eh bien, pour répondre à cette question, faut se demander, mais bordel, qu'a fait la Grèce de toutes ces Twingo, de tout cet argent? Eh bien, la Grèce a dépensé cet argent d'une manière assez simple. 270 milliards d'euros ont servi à rembourser ses dettes et 40 milliards ont servi pour payer ses fonctionnaires et ses retraites. Et toute autre dépense publique, notamment des Twingo, etc. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je vous explique l'ironie de l'histoire. La Grèce a utilisé la majeure partie de l'argent qu'elle a emprunté à l'Europe, donc l'argent que vous et moi avons payé, pour rembourser ses dettes qu'elle avait contractées auparavant auprès de banques privées, allemandes, françaises, etc. Donc le peuple paye pour les risques que les banques privées ont pris en prêtant de l'argent à la Grèce. Que ce soit clair, l'emprunt n'a pas servi à la Grèce, vu qu'elle n'y a vu qu'une vague couleur, il est directement passé dans les mains des banques privées qui, elles, se frottent les mains avec passion puisqu'elles récupèrent tout sur le dos des Européens, les investissements et les intérêts. Donc aujourd'hui, dans la saison 2 des démons en Grèce, encore une fois, il était question de compromis, de milliards d'euros et de beaucoup de théâtre. La Grèce a fini par obtenir de l'argent, mais elle en fera quoi de cet argent, la Grèce? Seul le temps nous le dira, mais ça ne m'étonnerait pas de voir la saison 3 des démons en Grèce en 2016 ou en 2017. Bon, maintenant que ce soit clair, je suis pas un défenseur des Grecs, s'ils sont dans la merde, c'est en grande partie de leur faute. Mais pas uniquement de leur faute, c'est ça qu'il faut garder en tête. Le souci maintenant, c'est que le monde politique, solidement appuyé par les médias, essaye de donner une image d'une Grèce flemmarde qui ne veut pas payer d'impôts. On essaie de faire passer la Grèce pour un enfant qui a fait une bêtise et qu'il faut absolument la punir pour ce qu'elle a fait. Le problème avec ça, c'est que la crise s'étend sur des années et les personnes en ont ras-le-bol. On l'a vu notamment ces dernières votations, le peuple a choisi de voter pour l'extrême gauche. Et rappelez-vous bien que tous les régimes autoritaires qu'on a connus le siècle passé sont montés au pouvoir parce que le peuple en avait marre d'une situation. Et ce serait vraiment triste de créer un nouveau dictateur au milieu de l'Europe. Je ne veux pas créer au scandale Illuminati, mais les médias sont contrôlés par des grands groupes financiers. Par exemple, TF1 est possédé en grande partie par Bouygues. J'ai trouvé un site sympa qui renseigne qui possède quel type de médias. Jetez-y un coup d'œil, pour certains c'est vraiment très étonnant. Bref, il faut prendre le temps pour enquêter quand on a un doute et se tourner par exemple vers les médias indépendants. Comme dirait une bonne amie, nous vivons dans une dictature où la stupidité est le tyran. En résumé, soyez curieux. Bon, on arrive déjà à la fin de ma deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et surtout que vous avez compris quelque chose à cette crise grecque. Comme pour la première vidéo, n'hésitez surtout pas à venir dans la description, à m'expliquer ce que vous avez pensé de la vidéo, à ce que vous pensez que je devrais améliorer, et c'est uniquement grâce à ça que je pourrai avancer. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait pour la première vidéo, franchement vous vous rendez pas compte à quel point ça m'aide. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et jusque là, n'oubliez pas, soyez un panda curieux.